Cette année, le tram bruxellois va fêter ses 155 ans. Faites le calcul, le premier tronçon date de 1869. À l'époque, c'est un tram qui relie le bois de la Cambre à la place Louise et puis rapidement, il est prolongé jusqu'ici. La place des Palais, ce sont les lieux de pouvoir. Depuis 1869, le tram a connu des très hauts et puis des très bas. Mais force est de constater que ces dernières années, il y a pas mal de nouveaux projets qui sont sur les rails. Facile, des nouveaux projets sur les rails. Retour en grâce du tram, on en parle en plateau. Bienvenue dans le tram. Bonjour à toutes, bonjour à tous, belle année à vous, bienvenue à bord du tram, une émission consacrée au tram, on ne pouvait pas passer à côté, bienvenue à tous. Bonjour Roland de Coster, vous travaillez à la STIB, vous m'avez dit il y a quelques minutes que vous avez 45 ans d'ancienneté. Le 1er juin. 45 ans d'ancienneté le 1er juin. Vincent Carton, vous êtes professeur d'urbanisme, vous êtes aussi ingénieur, bienvenue à vous. Vous avez étudié la fréquentation de la STIB entre 1950 et 2017, donc on aura un éclairage par rapport à la fréquentation des trams en particulier. Messieurs, si j'ai une question à vous poser, quel est un mot qui représente selon vous la mobilité en 2024? Élection. Élection, un enjeu électoral pour l'année à venir? Ah oui, clairement, et budgétaire aussi. Donc, ouais. Et vous, Vincent, un mot qui représente la mobilité? La coexistence sur l'espace public. La coexistence sur l'espace public. On disait il y a quelques secondes, 1869, la première ligne de tram, ça fait un bail. Et on va se replonger un petit peu dans le passé pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Les premiers trams, Roland, en fait, ils permettent de rejoindre les lieux de pouvoir à Bruxelles. On voyait les alentours de l'avenue Louise, le Palais Royal notamment, on va vers Schaerbeek, le boulevard Anspach, c'est ça? Le tram, à la base, c'est quelque chose pour les bourgeois. Ah oui, très clairement. C'est l'élite qui prend le tramway. Du reste, les tarifs étaient, par rapport à aujourd'hui, en tout cas, on dirait exorbitants. Et du reste, le musée du tram a fêté avec la STIB les 150 ans de tram là, en 2019. Beaucoup de Bruxellois s'en souviennent sans doute. Ça avait été une réelle fête populaire. Et alors, c'était tiré par les chevaux, c'est ça, les fameux omnibus, ou ça, c'est pas encore tout à fait les trams? Non, tout à fait. Donc, en fait, la notion de tramway est surtout arrivée par les rails. Sachant qu'au départ, les omnibus... Au départ, l'histoire des transports en commun à Bruxelles, c'est la gare de l'Allée Verte qui concentre, et très rapidement, les calèches. Proche de la gare du Nord. Absolument. Ouais. Et les calèches vont s'avérer trop petites, et donc de fil en aiguille, on va vers des choses plus grandes et plus faciles à rouler. Donc notamment, le rail va apporter un confort d'exploitation, à la différence des pavés. Les cyclistes peuvent en attester aujourd'hui. Oui, sûr. Pas évident au départ de faire la coexistence, justement, vous en parliez, Vincent, la coexistence entre les différents modes. C'est un débat qu'on a aujourd'hui en 2024, mais c'était un débat déjà à l'époque, la coexistence entre les différents modes. Ah, il y a eu cette loi dont je ne me souvenais plus de l'année, mais c'est début 20e, peut-être que Vincent s'en souvient, où à un moment donné, on définit que les piétons doivent être sur le trottoir. 1937. Voilà. Au départ, le piéton pouvait marcher en rue. Voilà. Et déjà, la coexistence, là, il a fallu délimiter l'espace pour les piétons et pour les voitures. Et alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent le tram au départ, au début, en 1869 et la fin du 19e siècle? Bon, ça reste des voitures, même si elles sont à impériales, avec une capacité qui est quand même pas comme celle des trams de 40 mètres qu'on connaît aujourd'hui. Oui, ça reste limité. Et comme c'est cher et qu'il y a une vraie perception, il faut effectivement avoir les moyens pour se le permettre. On sait maintenant que les grandes lignes de tram sont plutôt sur des artères structurantes. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Comment c'était? Est-ce que c'était le cas aussi avant? C'était plutôt des artères structurantes ou on allait plutôt dans les quartiers? On allait plutôt dans les quartiers, en ce sens que l'autobus à Bruxelles, il y en avait avant la Seconde Guerre mondiale, mais c'était quand même assez restreint. Et donc, on est plutôt dans une desserte full tramway à travers tout Bruxelles, mais à travers tout le pays aussi. La Société nationale des chemins de fer vicinaux, vous pouviez aller en tram d'Ostende à Arlon. Il fallait changer quelques fois, évidemment, en cours de route. Mais donc, on était réellement, la première moitié du 20e, c'est le tramway. En 1950, il y a les métros qui arrivent doucement, il y a les bus. On sait que l'essence coûte très peu cher. Comment peut-on analyser la fréquentation des trams en particulier, Vincent Carton?
Dans la période d'après-guerre, les trams sont très nombreux et sont surchargés. Vous connaissez sans doute ces photos où on voit des personnes accrochées aux portes des trams qui roulent. La sécurité se faisait dans d'autres conditions et donc il y avait un taux d'occupation extrêmement élevé. Et de façon un petit peu paradoxale, on a réduit l'offre, si ce n'est pour l'Expo 58, qui a été vraiment le moment qui a un petit peu sauver les trams. À ce moment-là, on se rend compte que le tram, il est un petit peu mal aimé et l'Expo 58 a permis de le sauver, on peut dire ça? C'est-à-dire que pour assurer la desserte du Heysel en forte capacité, il fallait un réseau de trams efficace, renforcé, et ce sont les premiers sites propres qui permettent d'avoir cette efficacité également du réseau. Et on a d'ailleurs une offre nettement plus importante. Peut-être que, comme dans beaucoup de villes, comme c'est le cas en France, pratiquement tous les réseaux ont disparu à l'époque. On a gardé le réseau et on l'a amaigri, on l'a réduit à 20% du réseau qu'il avait à l'origine. Il y avait une raison économique aussi, en ce sens que pour transporter un bon 70 personnes, il fallait une motrice et une remorque. Et donc il fallait un conducteur, un receveur dans la motrice et un receveur dans la remorque. Et donc, dans un autobus, il n'y avait plus qu'un seul chauffeur qui, en plus, faisait la perception en montant à l'avant. Donc, vous aviez une personne au lieu de 3. Et donc, effectivement, ça a contribué à ce que, du jour au lendemain, des lignes de tram deviennent des lignes d'autobus. Et la première, je ne sais pas si vous voulez arriver jusqu'à là, mais la toute première ligne qui a été bussifiée, entre guillemets, c'est le 47, sur Nederhove-Rembeek. Or, voilà qu'en 2024... on se décide de refaire un tram à cet endroit-là. Voilà. On va y revenir. Après les années 60, c'est tout à la bagnole, c'est ça? On peut caricaturer... disons qu'on pense que l'avenir, c'est la voiture. Et donc, le tram, il est là, et l'autobus, ils sont là pour ceux qui n'ont pas de voiture. Mais globalement, la coexistence, justement, sur l'espace public, à ce moment-là, devient problématique. Et on se dit, on ne peut pas garder tous les deux sur la rue, on va mettre un des deux en souterrain. Et donc, pour garder de la place pour la voiture, on commence à faire du pré-métro à gauche et à droite, là où les carrefours sont les plus complexes, dans l'idée, un jour, de relier ces différents ouvrages et d'arriver au métro lourd. Je voudrais tout de même rappeler que si le tram existe depuis 150 ans, un peu plus maintenant, depuis 150 ans, l'automobiliste fait la guérilla au tram. J'ai recensé des textes déjà du temps des calèches où le tram gênait, faisait peur aux chevaux, empêchait l'accès au commerce, etc. Donc ce conflit, il est permanent et il est encore très présent aujourd'hui. Quand vous voyez les déclarations des organismes défendant les automobilistes, ils sont à 100% pour qu'on mette le tram, les véhicules de transport public en souterrain. Vincent, à partir des années 90, il y a la région bruxelloise qui apparaît et donc à ce moment-là, le tram a un peu une nouvelle jeunesse, il y a un nouveau succès, il y a beaucoup d'affluence à la Stib. C'est le cas? Disons qu'au moment de la création de la région en 89-90, c'est le moment où on arrête la réduction du réseau de tram et il se stabilise avec quelques nouvelles lignes comme le site propre de la rue de Staël et autres. Donc on a de nouveau une confiance dans le tram sans que le réseau n'augmente très fort, mais on arrête l'hémorragie. C'est ça. Et on arrive maintenant en 2024 où on voit que les projets sont de plus en plus nombreux dans tous les 4 coins de Bruxelles. Et ça pose aussi des questions en termes d'organisation de la ville et d'urbanisme. C'est un enjeu pour demain, ça. Roland, le retour en grâce du tram se confirme avec actuellement ce qui est en train de se passer. On voit que la Stib investit pas mal dans différentes nouvelles lignes. Oui, comme le dit Vincent, c'est à la création de la région que le tramway, d'abord, je n'ai pas d'autre mot, survit, parce que dans les années 80, il était occupé à devenir complètement rachitique, à la fois en termes d'entretien et autres. Et donc, la région arrive, et alors il y a le site propre emblématique de la rue de Staël,
qui n'est pas très très long, qui fait 2 km comme ça avenue de Nez, mais où déjà, enfin, comme dit Vincent, on pique de la place à la voiture. Non, pas du tout. La rue de Staël, à l'époque, avait une bande de circulation automobile dans chaque sens. Et aujourd'hui, ben oui, le tram roule en site propre. Et donc, ça a permis de reconstruire à ce moment-là tout le réseau de tramway, qui fait quand même quelques 130 km d'axe à travers toute la ville. Et puis, effectivement, sont arrivées des extensions, le tunnel vicinal. Ouais. Pour revenir à aujourd'hui, on voit que les trams sont de plus en plus longs sur des axes structurants, ce sont quasi des métros, en fait. Oui, mais alors, chaque mode a son créneau. Vous avez des autobus standards qui font 12 mètres, des autobus articulés qui font 18 mètres. Vous avez des tramways qui font 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Puis vous avez le métro. L'époque où on roulait avec des rames de 2 et 3 voitures, ben c'est fini. Aujourd'hui, c'est minimum 4, voire des rames de métro style Boa de 94 mètres. Et ça, cette réponse-là, ce n'est pas une réponse bruxelloise, c'est une réponse mondiale. Ouais. Chaque mode a son créneau. On n'imagine pas. À un moment donné, on a imaginé d'exploiter la ligne 81, qui est une ligne quand même interquartier, en bus. On a arrêté tout de suite. C'est impossible de remplacer la capacité du tram 81 par des bus, fussent-ils articulés. Il y a toute une réflexion urbanistique aussi. Je suppose que quand on installe un nouveau tram, et des rails en particulier, dans une rue, on ne peut pas juste installer les rails. Il y a toute une réflexion urbanistique avec les riverains notamment. Alors ça, c'est une démarche qui est venue de France, ouais. Où, Vincent l'a dit, il ne restait plus que trois villes, Saint-Étienne, Lille et Marseille, qui avaient du tramway. Aujourd'hui, vous avez près d'une trentaine de villes en France qui ont du tramway et qui, en fait, ont utilisé le tramway pour redessiner l'urbanisme de la ville, et c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, de façade à façade, exactement, où on redistribue effectivement tout l'espace entre tous les usagers. Et le petit dernier qui est arrivé, si je puis dire, c'est le cycliste, et donc il faut l'intégrer aujourd'hui aussi dans les projets. Il faut parfois se frotter aussi un petit peu aux riverains, parce qu'il y a certains riverains qui, de temps en temps, sont réfractaires à certains réaménagements de façade à façade, je suppose. Oui, c'est clair que d'abord, le changement, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, que bien entendu, l'automobiliste, je rappelle quand même que la moitié de la population bruxelloise n'a pas de voiture. La moitié des ménages bruxellois. La moitié des ménages, donc moi, je n'ai même pas de permis de conduire, donc voilà. Mais, et donc, chacun aime bien, évidemment, d'avoir sa place de parking devant son habitation, sauf qu'on sait aujourd'hui qu'une voiture stationne 97% de son temps et qu'à un moment donné, il faut faire des choix de mobilité. Et donc, effectivement, ça, c'est au niveau régional. Les choix de mobilité qui ont été faits pour plus de trams ces dernières années, quelques lignes. On sait que, par exemple, vers Neuder-Overenbeek, il y a une ligne en construction. Du côté de Jet, tout le boulevard de la Wolu est prolongé sur le boulevard du Souverain. Ces calculs, est-ce que la STIB a eu du flair, Vincent ? Comment voyez-vous ça par rapport à la fréquentation réelle aujourd'hui de ces lignes ? Je crois que ces lignes ont du succès, mais il faut tout de même admettre que les lignes qu'on a vraiment développées, ce sont des lignes sur des grands axes où ça ne posait pas trop de problèmes d'espace. La vallée de la Wolu, le boulevard Léopold III, vers Jet par l'avenue de l'Exposition universelle. On a abandonné les lignes les plus difficiles. Il était prévu, d'ailleurs, dans les plans d'aménagement, une ligne traversant le centre-ville d'est en ouest. On n'en parle plus, trop difficile. On a abandonné... Par la rue Dansart. Entre autres Dansart, et on remontait vers le Mont des Arts. Il y avait il y a aussi la tramification du 95 qui est sur les rails, ou en tout cas dans les cartons plutôt. Le 71, on a abandonné. Voilà. Donc, là où ça devient étroit, ça devient beaucoup plus touchy et on fait attention. Mais pour répondre à votre question, dites-moi, Roland. En donnant un scoop peut-être, je ne sais pas où on en est, la ligne de l'avenue de l'Exposition universelle, la ligne 9, a aujourd'hui plus de succès que la ligne 19 dans la rue Léon-Théodore. On est à Jet, et donc nous allons inverser les deux branches pour, une fois plus, adapter l'offre à la demande, mais pour dire que la nouvelle ligne de tram de l'avenue d'Exposition universelle, elle cartonne très clairement depuis le début. Et on va vous laisser là-dessus, messieurs. Merci à vous, Roland de Coster, administrateur notamment au musée du tram et avec une longue expérience à la STIB, et vous, Vincent Carton, urbaniste et ingénieur. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci évidemment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème de mobilité passionnant. Belle soirée à vous.